tout le monde oui, je m'apprête à dire, cette réunion va être enregistrée. Euh, je me présente rapidement. Plusieurs d'entre nous connaissons. Mais je suis donc Éric Pinault, je suis professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et euh, partenaire avec le Fonds commun et la table énergie depuis plusieurs années. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit d'une recherche qui a émergé dans le cadre des discussions à la table énergie sur le besoin d'ajouter au débat sur la transition énergétique au Québec des scénarios qui ne misent pas ou ne prennent pas pour acquis la croissance économique et la croissance de la demande énergétique, sans pour autant être directement des scénarios qu'on peut qualifier de décroissants. C'est des scénarios qu'on qualifie de descente énergétique, c'est-à-dire qui tentent de réfléchir à une réduction de la demande qui serait la principale mesure de décarbonation plutôt qu'un changement technologique. Ce type de réflexion-là se fait de deux manières complémentaires. D'une part, on construit des scénarios où on essaie d'établir de quoi aurait l'air une société fonctionnant avec moins d'énergie. Et deuxièmement, on va faire par la suite des modélisations où on tente de valider les hypothèses à travers des scénarios qui sont quantifiés, où on regarde est-ce que ça se traduit par des résultats probants. Il y a des démarches de ce type, de ce genre un peu partout sur la planète. Je dirais que c'est une certaine concentration en Europe où la question a le débat a plus été mené par une masse critique de chercheurs. Au Québec, on n'avait pas ce type de scénario et donc le but de la recherche partenariale avec la table énergie, c'était de contribuer aux travaux de la table, qui sont beaucoup plus larges que cette recherche-là. Une première ébauche de ça serait quoi un scénario de descente énergétique pour le Québec. Et ce qu'on a commencé par faire, après ça je vais passer la parole, ça a été de regarder quelle est la nature et la structure des scénarios qui ont été élaborés pour dans d'autres contextes. Donc, pour d'autres pays ou pour d'autres grandeurs, là, ça peut être pas nécessairement un pays, ça peut être pour la planète, à partir de ce qui ressort de cette revue de la littérature des scénarios, ben on peut après ça nous proposer des dimensions puis des trajectoires pour réfléchir à ce genre de scénario pour le Québec. Alors voilà ce qu'on a, ça a été financé par le CRSH. C'est une recherche donc que Christophe Beaucaire mène. Moi, je suis dans le coup comme superviseur scientifique, puis je donne un coup de main. Et évidemment, on travaille de près avec Carole Dupuis, avec Jean-François Boisvert de la table d'énergie. Cécile Bull est impliquée aussi, qui est une prof à l'UQAM, à l'École des sciences de gestion. Il y a Iris Benoît, que j'ai vu qui était là tantôt, qui a été associée à ce projet, et Titouan aussi, qui est là aussi, et Mélanie Pelletier, qui du service de collectivité, assure la coordination. Sans elle, ce projet-là serait pas aussi productif qu'il l'est. Alors, je pense que j'ai remercié les gens que je devais remercier, puis je vais céder la parole à Christophe, qui va prendre le relève pour la suite de la rencontre. Oui, merci. Tout le monde m'entend bien. Donc, merci. Je vais partager mon écran tout de suite, puis on va commencer la présentation. Je veux juste pas que je me trompe. PowerPoint. Partager. On voit bien l'écran. Je vais retourner à la à la première slide. OK. Alors, bon, ben, merci Eric pour la présentation. Merci tout le monde pour votre présence. Donc, comme Eric le disait, ce projet-là sur lequel on travaille en ce moment, c'est un projet qui est divisé en plusieurs parties. Là, ça, c'est notre présentation aujourd'hui, c'est vraiment essentiellement un bilan d'étape sur la première partie, la première partie du travail d'analyse des scénarios de transition qu'on a trouvé à travers le monde. Et l'objectif de cette première partie-là, c'était de générer un cadre d'analyse qui allait ensuite de ça pouvoir nous servir comme un peu un plan d'attaque pour se lancer dans la rédaction de scénarios. Donc, je vous présente rapidement la table des matières pour la présentation. En premier, je vais présenter le projet.
en tant que tel, les différentes étapes qui sont prévues. Ensuite de ça, je vais présenter les scénarios qu'on a analysés. Ensuite de ça, je vais présenter le cadre d'analyse qui est vraiment le cœur de cette présentation-là. C'était le produit final de de cette première partie de projet. Ensuite de ça, on va approfondir un peu en regardant ce que j'appelle les dimensions des scénarios qui sont vraiment plus le contenu qui ressort des différents scénarios qu'on a analysés. Et finalement, ben, on conclura avec une très brève discussion sur les prochaines étapes du projet. Pardonnez-moi. Alors, première section, le projet en tant que tel. Donc, juste pour rajouter un peu de détails à ce que Eric disait. Donc, comme on disait, l'objectif premier de ce travail-là, c'est d'arriver essentiellement à produire des scénarios narratifs pour la transition du Québec. Pour commencer, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'étudier les scénarios existants, considérant qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait ailleurs pour pouvoir s'inspirer de ce qui existe. Ça menait à deux dimensions différentes. D'abord, le développement de méthodes de quantification qui sont essentiellement le travail que Titouan Greff et Iris Benoît ont fait sous la supervision de Cécile Bull. Cette partie-là du projet, moi, je l'ai consultée et je la trouve très, très bien développée et très intéressante, mais c'est pas ma partie, donc je laisserai la chance à d'autres de la présenter. Moi, c'est plus la deuxième partie ici, le développement d'un cadre d'analyse. Qui est du côté plus du contenu puis de la structure narrative. Donc, ces deux éléments-là qui nous permettaient de placer, préparer la table, arrivent conjointement avec une autre partie du projet que j'ai appelé les processus délibératifs structurants. Essentiellement, c'est que notre objectif dans la rédaction de scénario, c'est pas de juste avoir une approche top-down d'experts qui viennent imposer leur perception de qu'est-ce que devrait être la transition au Québec. Notre objectif, c'est d'abord et avant tout d'aller à la rencontre de la société civile, des différents groupes qui travaillent sur la transition, puis d'avoir une idée générale de ce qui, des différentes perceptions, des différentes interprétations de ce que devrait être la transition. Donc, si je me trompe pas, c'était le 6 décembre dernier, on a tenu un événement extrêmement stimulant avec plus d'une centaine, là, je me rappelle plus du nombre qu'on était, peut-être même 200, je sais plus, peut-être Carole ou Jean-François, si vous connaissez le chiffre, là, vous pouvez l'écrire dans le chat. En tout cas, énormément de personnes qui se sont présentées pour contribuer à une discussion générale. On avait des ateliers, des présentations. Et donc, tout ce contenu-là, ces discussions-là sur le temps d'une journée complète, ça nous a permis essentiellement d'avoir énormément de matériel pour se lancer dans la réflexion de qu'est-ce que devrait être la transition au Québec à partir d'une perspective spécifiquement québécoise. Et tout en gardant en tête le cadre d'analyse et le travail de différents scénarios qui ont été faits ailleurs dans le monde. Donc, ensuite de ça, bon, ben, ce qui est prévu, c'est d'analyser ces processus délibératifs-là et d'en produire, à partir de ces réflexions-là, de produire des scénarios types. Notre objectif en ce moment, j'expliquerai un peu plus tard basé sur quoi, mais notre objectif, ça serait de faire 3 scénarios types qui nous permettraient d'écrire essentiellement 3 directions dans lesquelles la société québécoise pourrait se diriger. Ensuite de ça, pardonnez-moi, l'objectif après la création de ces scénarios types-là, ça va être de les soumettre à nouveau à l'Assemblée pour le présenter comme ça. Donc, tenir un deuxième processus délibératif et à ce moment-là dire, bon, ben, voici où est-ce que nous sommes rendus, voici les scénarios, les directions qu'on est en train de voir pour le Québec, voici différentes formes de ce que ça pourrait représenter concrètement pour le Québec et ensuite de ça, demander l'avis de l'Assemblée et avoir à ce moment-là une nouvelle discussion
sur qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est pas adéquat, qu'est-ce qui a été mal conçu, ou qu'est-ce qui représente bien le Québec. Et à partir de ces discussions suivantes-là, on va retourner à la grille d'analyse avec ces nouvelles discussions-là et on va élaborer des scénarios narratifs finaux qui vont être plus développés, qui vont essayer de toucher au plus grand nombre de dimensions. Et finalement, et là, c'est là où le travail de quantification de l'équipe de Cécile Bull va revenir, on va utiliser ces scénarios narratifs-là comme une base pour quantifier les scénarios et nous à ce moment-là offrir des données probantes, des données claires et intelligibles sur dans quelle direction ça s'en va et ça a l'air de quoi concrètement la transition, dépendamment des trois scénarios qu'on imaginait, les trois directions. Donc, voilà un peu le projet. Donc, nous, présentement, on serait rendu à la partie analyse de délibération, donc la troisième essentiellement dans la grande ligne. Alors, on va rentrer tout de suite dans les scénarios, puis après ça, on va pouvoir parler du cadre d'analyse en tant que tel, parce que c'est le cœur de la présentation. Donc, les scénarios, essentiellement, dans les documents analysés, on avait une soixantaine d'articles scientifiques et d'autres documents, donc là, des différents rapports, des réflexions un peu plus théoriques, des choses comme ça. Là-dessus, on a retenu 12 scénarios qui étaient vraiment des scénarios concrets pour la transition parce que, bon, on a parlé qu'il y a du travail qui a été fait à ce sujet-là, mais jusqu'à présent, les scénarios en tant que tels, le travail qui existe, qui est disponible, reste encore parcellaire. C'est pas la production de scénarios, c'est un travail qui demande quand même beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de concertation et pour le moment, ce qui compte comme un scénario suffisant, satisfaisant pour nos analyses, des fois, c'est plus limité qu'on pourrait penser. Et ensuite de ça, bon, des articles théoriques qui nous ont permis à réfléchir plus au travail d'analyse puis la réalisation du cadre. On a retenu à peu près une quinzaine de documents qui sont essentiels. Alors, dans les scénarios retenus, on a des articles scientifiques, des rapports scientifiques, des rapports gouvernementaux, puis des rapports d'organismes, généralement des OBNL, des choses comme ça. Donc, dans les articles scientifiques, on en a retenu trois qui étaient importants. Downscaling, Down Under et Provisioning for Sufficiency. On pourra partager les... ben, tiens, le plus simple, on va publier bientôt un rapport écrit qui va contenir les bibliographies et des liens pour tous ces articles-là. Donc, ça vous donne une idée. Là, je n'ai pas inclus dans la présentation la bibliographie. Ça m'est sorti de la tête. Donc, Downscaling Down Under et Provisioning for Sufficiency, qui étaient tous les deux des réflexions plus scientifiques sur les directions, sur différentes mesures de transition qui seraient intéressantes, généralement d'un point de vue global. Et ensuite de ça, Degrowth Scenarios for Biodiversity, qui était un article vraiment essentiel pour notre réflexion, surtout parce que au lieu de soumettre des idées générales ou des réflexions sur dans quelle direction devrait aller la transition, cet article-là plutôt réfléchit à la question des scénarios du point de vue du travail de rédaction et de production des scénarios. Donc, c'est beaucoup grâce à ça qu'on s'est inspiré, on s'est inspiré de leurs suggestions de, euh, de, 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 de lier, disons, le travail scientifique à la société civile et de procéder à des discussions délibératives et plus démocratiques. Ensuite de ça, dans les rapports scientifiques, il y a le Societal Transformation Scenario, qui est un travail, si je ne me trompe pas, désolé, j'ai mon chat qui essaie de prendre la parole. Donc, le Societal Transformation Scenario, qui est un travail d'une équipe scientifique en Allemagne qui réfléchit à la question de la transition d'un point de vue global. Et ensuite de ça, les travaux de l'équipe Pirensen. Donc là, c'est trois différents scénarios qui ont été produits. Pirensen, qui a été aussi un travail extrêmement inspirant pour nous, notamment en générant une réflexion à partir de différents scénarios pour permettre un peu de
de dire, bon, ben voici différentes directions dans lesquelles notre région pourrait évoluer. Donc, évidemment, Pire-en-Seine, c'est la Seine, c'est un travail en France autour de la région du Grand Paris. Et donc, ce qu'on on y reviendra plus tard, mais les trois scénarios que Pierre-Antoine a développés, c'est Paris, le nouveau Londres, qui serait un scénario business as usual. On imagine essentiellement que la transition se réalise dans une forme un peu dystopique où essentiellement on cesse de se préoccuper de l'environnement et on focus principalement sur la croissance économique. Et ensuite de ça, les deux autres scénarios, Pierre-Antoine, les villes en leur bassin et Pierre-Antoine post-métropolisation, sont deux formes de descente énergétique, priorisant différentes choses et anticipant différentes transformations institutionnelles. Le plus intéressant, c'est probablement le dernier post-métropolisation, qui est un scénario extrêmement, pour le dire comme ça, extrêmement radical, qui décrit de manière très concrète une forme de décroissance en anticipant, par exemple, les transformations politiques qui pourraient réalistiquement mener à ce genre de transition. Ensuite de ça, des rapports gouvernementaux, on n'en a pas trouvé énormément pour le moment. On a le Future Energy Scenarios, qui est un rapport qui a été produit en Grande-Bretagne par une institution, un équivalent à peu près d'Hydro-Québec. C'est pas un distributeur d'énergie là-bas, mais c'est une autre entité de ce genre-là. Qui ont fait des scénarios de transition énergétique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils posent la question d'un point de vue plus global, donc en explorant les différentes facettes de l'économie, tout ce qui devrait se transformer dans les prochaines années. Ensuite de ça, Génération Énergie, ça c'est un des plus vieux scénarios qu'on a, qui date de 2015, qui est un scénario canadien qui est un peu horrifiant. C'est un scénario de défense de défense du statu quo, et c'est un scénario un peu utopiste où les combustibles fossiles sont main dans la main avec les énergies renouvelables. Mais c'était intéressant quand même à analyser pour voir un peu jusqu'où les scénarios peuvent aller. Et finalement, les rapports d'organisation, d'organismes, on a le travail de chemin de transition, qui est un organisme québécois, qui est aussi d'ailleurs présentement en train de travailler à la production de scénarios prospectifs. Les scénarios qui sont disponibles en ce moment sont encore relativement, pas seulement de base, mais ils sont eux-mêmes dans un processus en cours, donc il faut s'attendre à ce que ça évolue avec le temps. Ensuite de ça, le rapport, j'écris Recyc Québec parce que c'est Recyc Québec qui l'avait commandé, mais en réalité, c'est un rapport qui a été produit par la firme Circle Economy, qui est une firme des Pays-Bas qui fait qui offre essentiellement comme service à différentes entités. Souvent, ils ont fait le travail pour des villes ou des pays en entier. Le Québec, c'est la première région, je pense, pour laquelle ils faisaient ce travail-là. Et ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils analysent l'économie de l'entité géographique qu'ils analysent d'un point de vue matériel, et essaient de faire une analyse des endroits où la circularité pourrait être améliorée. Donc, ça vient avec beaucoup de recommandations. On aurait pu rajouter toute leur librairie, toute leur bibliothèque de différents scénarios qu'ils ont produits. Je pense qu'ils en ont produit une quinzaine jusqu'à présent. Ça inclut des villes, notamment Montréal d'ailleurs. Mais au final, les propositions sont généralement les mêmes, c'est juste les chiffres qui changent. Donc, on a gardé celui du Québec. Et finalement, Negawatt, qui est un scénario extrêmement intéressant. C'est une firme française, c'est une OBNL, si je ne me trompe pas, française, qui s'est penché sur le cas de la France spécifiquement et sur comment anticiper ou comment imaginer un scénario de transition en France. Et ce qui est particulièrement intéressant pour Negawatt, c'est qu'ils ils mettent les questions économiques après, donc ex post de leur analyse de décroissance.
ce qui leur permet d'essentiellement focusser sur qu'est-ce qui devrait être fait pour accomplir une réelle transition écologique sans prioriser l'économie. Ils vont aussi énormément dans les détails. Donc, à partir de ça, bon, ben, on a analysé les différents scénarios, on a essayé de faire ressortir de ça ce qui était la structure générale, une structure qui pourrait encapsuler les différentes réflexions de ces scénarios-là. Donc, ici, ben, l'approche essentiellement, c'est de développer un cadre d'analyse des scénarios de transition écologique en distinguant structure et contenu. Pour ce qui est de la structure, c'était vraiment d'identifier les questions structurantes auxquelles chaque scénario tente de répondre, parce qu'au final, chaque scénario, en essayant de raconter une histoire ou une perspective spécifique, finit essentiellement toujours par répondre à des questions très spécifiques. Et ensuite de ça, bon, pour le contenu, c'était le cadre d'analyse nous permettait de catégoriser les propositions. C'est ce qu'on va regarder pour la suite. Donc, d'abord, en regardant la question de la structure, euh, moi, j'ai identifié trois questions là, qui, pour ceux qui ont un background en recherche scientifique, là, vous verrez ça peut-être, vous avez peut-être déjà vu ce genre d'approche-là. Là, c'est donc les trois questions que j'ai identifiées, que chaque scénario essaie de poser, essentiellement, c'est bon, de quoi est-ce qu'on parle, comment on en parle et quelles sont nos prises de position à partir de là. Ce qui peut se traduire d'un point de vue plus scientifique, là, de quoi parle-t-on? On parle du contexte de la dimension ontologique, comment on en parle, c'est la dimension épistémologique et finalement, ben, quelles sont nos prises de position, c'est la dimension normative. Donc, très rapidement, là, on va les approfondir après dans de quoi parle-t-on, mais ça, c'est vraiment pour cerner notre objet, de quoi on parle dans ce scénario-là, il décrit quoi exactement. Donc, on a l'échelle temporelle, l'échelle spatiale, les sujets et la granularité. Sur de ça, comment on en parle, quelle méthode on utilise, ben, là, il y a des questions de problématisation, de méthode, les moteurs de transformation, degré de conflictualité, degré de quantification, et finalement, quelles sont nos prises de position, les facteurs de soutenabilité qui sont privilégiés, les perspectives sur le découplage, l'optimisme technologique et les perspectives sur la descente énergétique. Comme je vous dis, on va les faire un par un, on va pouvoir approfondir. Donc, quand on pose la question de quoi parle-t-on? En premier, ben, il y a l'échelle temporelle. Donc, quand on fait un scénario, évidemment, ben, on anticipe que ça décrit une certaine période dans le futur. Donc là, on a des scénarios qui s'étendent jusqu'à 2030, 2050, certains même jusqu'à 2100. Donc ça, quand on va faire nos scénarios, c'est une des premières questions qu'on doit se poser. On se positionne où par rapport à ça? Ensuite de ça, l'échelle spatiale, à quelle région le scénario s'applique-t-il? Évidemment, pour nous, notre intention première, c'est de se concentrer sur la question du Québec, mais les scénarios peuvent s'étendre autant sur le national que le planète. Et ensuite de ça, bon, le sujet, ça, c'est très important. Donc, c'est quels sont les acteurs principaux du scénario? Donc, ça, souvent, c'est une question qui reste implicite. Il faut faire un peu d'exégèse quand on lit les scénarios, mais euh, donc, quand on parle d'un scénario, on parle de transformation de la société. Et à ce moment-là, ben, il faut se poser la question, quels sont les acteurs qui sont en charge de cette transition-là? Donc, c'est un scénario qui remet l'entièreté de la responsabilité sur l'État, le gouvernement, des mesures qui pourraient être adoptées. C'est très différent d'un scénario qui s'imagine plutôt que les transformations viennent de mouvements sociaux de lutte du bas vers le haut. Donc, ça, c'est des réflexions qui sont intéressantes à avoir aussi. Bon, il y a une approche, des approches qui peuvent être plus individuelles si on se concentre juste sur la consommation. Par exemple, si on prétend que, disons, si on regarde le scénario de Grande-Bretagne, ben là, on voit par exemple que une de leurs mesures principales qui veulent mettre de l'avant, c'est la conversion entière du parc automobile à l'électricité. Ben là, évidemment, il peut y avoir des mesures gouvernementales mises en place, mais en même temps, on repose beaucoup à ce moment-là sur les choix des individus et
volonté d'embarquer dans la transition telle qu'elle est pensée par le scénario. Ensuite de ça, la granularité, la question, tu sais, quel est le degré de précision du scénario? Est-ce qu'on se limite à une focale générale? Est-ce qu'on regarde des enjeux particuliers? Ou est-ce qu'on fait une combinaison de tous ces niveaux-là? Donc là, ça dépend évidemment du type de scénario qu'on veut. Est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait un scénario grand public? Est-ce qu'on cherche à avoir un scénario qui est plus long, plus complexe ou plus complet? Donc ça, c'est des questions vraiment qui sont nécessaires à se poser dès le départ parce que ça oriente beaucoup la forme que le scénario peut prendre. Ensuite de ça, les questions de comment on parle de notre scénario et des différents événements. La première question, c'est le type de problématisation. Donc là, ça vient un peu en lien avec la catégorie précédente. Donc, est-ce que l'enjeu conceptualise la transition comme un projet distinct des autres enjeux sociétaux ou est-ce que c'est la résultante d'un ensemble de facteurs interconnectés? Donc là, j'ai repris ici la typologie qu'on avait trouvée dans un article qui c'était une approche qui distinguait différents scénarios en les regardant d'un point de vue, en proposant qu'il y a des scénarios qui adoptent une approche segmentée ou une approche holiste. Donc l'approche segmentée, c'est essentiellement dire, bon, ben, la transition, c'est un projet qu'on doit accomplir euh, par elle-même. Donc, la transition, ben, c'est un problème de convertir nos sources d'énergie vers des sources d'énergie renouvelables. C'est de convertir le transport à du transport en commun, puis de garder en tête juste des enjeux très spécifiques à l'environnement. À, à contrario de ça, les approches holistes, elles, réfléchissent à la question en se disant, bon, ben, faire la transition, c'est pas seulement une question d'accomplir de modifier certains facteurs environnementaux, notamment, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. à effet de serre. À la place, il faut se dire que, bon, la transition, c'est aussi une question de justice sociale. C'est aussi des questions de justice internationale, c'est de réfléchir aux échanges écologiques inégaux et à ce genre d'enjeux-là. Donc là, adopter une approche holiste, essentiellement, ça oblige à complexifier beaucoup. C'est par exemple de dire que, par exemple, si on regarde ce qui se passe au Québec, on peut pas se limiter au Québec. Un bon exemple de ça, ça serait par exemple un scénario qui argumente pour la transition écologique par la conversion aux énergies renouvelables versus un scénario qui parle de l'importance des énergies renouvelables en reconnaissant que de convertir aux énergies renouvelables, c'est de dépendre encore massivement d'un processus extractif qui s'étend à travers le monde et qui n'est pas garanti par lui-même d'assurer la justice, par exemple, dans le sud global ou dans les pays extractifs. Donc ça, c'est deux manières de percevoir ce genre d'enjeu-là. Donc c'est important de pouvoir de se positionner d'abord dans une problématisation qui est au minimum cohérente envers elle-même. Ensuite de ça, la méthode, quels outils sont mobilisés pour développer l'analyse. Donc là, c'est assez variable. On a des scénarios qui font des modélisations économiques. Des fois, c'est de l'économie biophysique, des fois, c'est de l'économie plus classique. Ensuite de ça, ça peut utiliser des données sociologiques ou ça peut être une approche mixte. Donc là, dans notre contexte, là, comme on l'a présenté tout à l'heure, comme nous, on va utiliser à la fois des approches délibératives et des modélisations quantifiées. Nous, on va avoir une approche mixte, ça c'est déjà prédéterminé. Ensuite de ça, ben, les moteurs de transformation, quand on parle d'une transition, évidemment, quand on parle de transformation écologique, et toute la question de comment ça se réalise, dans quel genre de contexte politique. Donc là, est-ce que c'est une transformation qui est mue par un mouvement démocratique ou est-ce que c'est des décisions plus autoritaires? Là, je vous rassure, il n'y a pas de scénarios qui ont été analysés qui argumentent pour une forme d'écofascisme, mais en même temps, ça reste notable de se dire que il y a des scénarios qui non seulement
théoriser la chose d'un point de vue, bon, ben, le gouvernement va prendre cette décision-là, point barre. Donc ça, c'est des approches qui sont très verticales, qui n'incluent pas beaucoup de démocratie. Et aussi, bon, il y a la question, est-ce que c'est une transition réformiste ou révolutionnaire? Là encore, il n'y a pas beaucoup, en fait, il n'y a pas du tout de scénarios qui ont argumenté pour une forme ou une autre de révolution. L'idée là-dedans, c'était juste de se poser la question, est-ce que c'est une transition qui est incrémentale et graduelle ou est-ce que c'est une transition qui s'identifie comme une coupure radicale? Euh, c'est des questions qui demeurent sur la table, même si dans le contexte, on risque pas d'argumenter pour la révolution. J'espère que personne ici sera trop déçu de ça, mais sinon, c'est pas fini, donc on peut toujours en parler. Ensuite de ça, le degré de conflictualité, ça, c'est un élément qui a pas été conceptualisé du tout dans les scénarios qui ont été analysés. En fait, moi, c'est un élément que j'ai décidé d'ajouter dans notre analyse, dans notre cadre d'analyse, en notant son absence générale. Donc, la question généralement, c'est ben, dans notre transition, est-ce qu'on la voit comme consensuelle ou est-ce que c'est un processus politique qui a qui fait et qui révèle des tensions fondamentales dans la société? Et en général, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de prise en considération de cette conflictualité-là. Donc, pas de conflictualité, mais ça veut dire que, par exemple, on va parler de mesures, par exemple, qui vont contraindre l'accès au vol d'avion. On va parler de mesures qui vont viser à réduire ou à pénaliser la taille des habitations, la surface habitée par personne. Et on propose ça comme des réalités sans vraiment réfléchir à ce que ça implique politiquement comme lutte. Puis parler de transition sans prendre ces choses-là en considération, c'est un peu manquer un élément important quand quand on veut faire une transition. C'est comme un ingrédient essentiel. Et finalement, bon, le degré de quantification, est-ce que c'est des scénarios qui mobilisent des données chiffrées pour appuyer leurs propos? Ça dépend toujours des scénarios, ça dépend des méthodes qui sont mobilisées. Et là, encore une fois, pour nous, ça va être relativement facile de déterminer ça à l'avance pour nos propres scénarios parce qu'on a déjà déterminé de quantifier nos éléments. Ensuite de ça, finalement, la question normative, quelles sont nos prises de position? Donc là, l'objectif, c'était de soulever un peu les prises de position fondamentales des différents scénarios. Donc, les facteurs de soutenabilité privilégiés, ça, encore une fois, c'est un élément qui s'inspire d'un article qu'on avait consulté. Donc, quels éléments doivent être privilégiés pour réaliser une transition réussie aux yeux du scénario donné? Donc, ben, les trois éléments qu'on souligne, c'est l'environnement, ensuite de ça, le bien-être individuel et la croissance économique. Et ça peut être une combinaison des trois, et c'est aussi la question de se demander lequel est principal, lequel est secondaire, lequel est tertiaire, quand c'est le cas. Ensuite de ça, perspective sur le découplage. Est-ce que la réussite du scénario repose sur la réalisation d'un découplage économie-environnement ou est-ce que plutôt se positionne de manière sceptique par rapport à ça? Donc, on sait que dans la littérature scientifique, les questions de découplage sont beaucoup remises en question, mais sur un plan institutionnel, politique et économique, en ce moment, le découplage, c'est encore et toujours quelque chose qui est mis sur la table, qui est défendu et qui est vraiment vanté. Donc, faire un scénario, ça implique nécessairement, un scénario de transition, ça implique nécessairement de se positionner par rapport à cette question-là. Ensuite de ça, la question de l'optimisme technologique. Est-ce que les innovations technologiques sont centrales dans la réussite du scénario? Ça aussi, c'est extrêmement important. Il y a certains scénarios vont être plus sceptiques que d'autres par rapport à la nécessité de reposer sur des technologies. Puis on sait que bon, il y a beaucoup de scénarios, beaucoup de discours qui est mis sur la table sur le potentiel utopique des technologies, notamment la capture de carbone, l'hydrogène, des choses comme ça, des technologies qui sont encore plus que théoriques
Je pense par exemple aux petits réacteurs nucléaires qui sont une technologie qui est souvent mise de l'avant et qui, jusqu'à présent, n'a même pas encore été prouvée pour d'être fonctionnelle. Donc ça, c'est des enjeux assez importants. Je mentionne quand même l'importance de souligner que dans cette question-là, quand on analyse la prise de position, on a exclu les questions d'efficacité énergétique parce que d'un, il y a un consensus global sur la question de l'efficacité énergétique. Même les scénarios les plus radicaux argumentent quand même pour la nécessité, par exemple, de mieux isoler pas les vêtements, les habitations, d'avoir des électroménagers et des appareils qui sont plus économes en énergie. Ces choses-là ont pas besoin d'être questionnées et reposent pas nécessairement sur des pratiques qui demandent encore à être prouvées. C'est des pratiques qui existent et qui sont connues et généralement, c'est beaucoup plus des questions. La réalisation de l'efficacité énergétique, c'est beaucoup plus une question de, de, de- d'actions concrètes qui attendent encore d'être réalisées, soit pour des questions politiques ou économiques. Pardonnez-moi, je vais me moucher. Ça sera coupé au montage. C'est pas vrai, il n'y aura pas de montage. Ensuite de ça, perspective sur la descente énergétique. Le scénario se positionne-t-il en faveur de la descente énergétique? Mais c'est le cœur de notre question. Notre objectif, nous, c'est de faire des scénarios de descente énergétique. Mais faut garder en tête là-dedans que c'est pas tous les scénarios qui anticipent la descente énergétique. Notamment certains scénarios anticipent une augmentation de l'efficacité énergétique qui leur permettrait de réduire, par exemple, les pertes d'énergie. À ce moment-là, réaliser une croissance de l'énergie utile tout en diminuant l'énergie absolue. Donc ça, c'est sûr que c'est des scénarios qui sont pas nécessairement dans une recherche de descente énergétique. Donc, avec ça, on a fait le tour général des du cadre d'analyse. Là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de manière que je peux le rentrer tout dans un tableau qui rentre clairement dans un PowerPoint. Là, vous pouvez imaginer, là, il y a à peu près 12 catégories. Donc, dans un tableau PowerPoint, ça deviendra un peu chargé. Euh, Ici, je vous présente là, très rapidement l'utilisation de ce cadre-là pour préparer d'avance les scénarios qu'on cherche à mettre de l'avant. Euh, donc, de quoi parle-t-on là? Si ça va vraiment être pour réfléchir à nos scénarios, les scénarios qu'on veut préparer. Donc, de quoi parle-t-on? Échelle temporelle, on viserait en ce moment un horizon 2050 pour vraiment pouvoir focuser sur des modifications à court et moyen terme. Évidemment, on ajoute là-dedans que c'est une échelle temporelle mixte. Il y a certains scénarios qui veulent font juste se projeter dans le futur et qui disent voici de quoi va avoir l'air la vie en 2050, mais c'est plus important d'être capable d'anticiper une évolution à travers le temps, de dire bon ben de quoi ça a l'air en 2030, on est rendu où en 2040, on arrive où en 2050. Ensuite de ça, échelle spatiale. Évidemment, on va être, on parle du Québec, donc on est à l'échelle nationale, mais c'est important aussi de réfléchir à des particularités locales, notamment au Québec. Différentes régions ont différentes réalités. La réalité du transport en région n'est pas la même que le transport en ville ou en banlieue. Et aussi des questions, par exemple, on a des régions qui sont fortement dépendantes de l'extraction de ressources naturelles, contrairement à d'autres régions qui sont plus concentrées sur la fourniture de services. Et finalement, on va incorporer là-dedans aussi des perspectives internationales dans une perspective, comme on le voit plus bas, de problématisation holiste. C'est des choses qu'on considère comme nécessaires. Ensuite de ça, les sujets individus, mouvements sociaux, institutions. J'aurais pu rajouter aussi l'État là-dedans. L'important là-dedans, c'est de maximiser les différents sujets pour pouvoir avoir des scénarios qui
pense la transition d'un point de vue global. Ce qui est d'ailleurs une des raisons pourquoi on approche la question à l'aide de processus délibératifs. Ensuite de ça, notre granularité, bien évidemment, en ayant ces différentes échelles-là, on vise qu'elles soient élevées. Ensuite de ça, problématisation, comme je l'ai dit, c'est holiste. On veut, si on est pour parler de transition puis de conversion aux énergies renouvelables, mais ça veut aussi dire on veut demeurer lucide par rapport aux impacts que ça a sur le reste de la planète. Ensuite de ça, une méthode, ben, on en a parlé un peu, c'est une méthode qui va être délibérative, narrative, quantifiée, donc il va y avoir de la modélisation économique, biophysique et ces choses-là. Moteur de transition, horizontal réformiste, c'est-à-dire qu'on anticipe, on anticipe une présence des mouvements sociaux et pour le moment, du moins, on ne prend pas une posture révolutionnaire. On verra si ça reste comme ça. De toute façon, il y a une différence entre la théorie et la réalité. Et vertical démocratique, parce que bon, on reconnaît quand même l'importance du rôle de l'État et dans sa capacité d'appliquer des différentes mesures politiques. Degré de conflictualité, ça va être important que ça soit élevé, qu'on soit capable d'introduire dans nos scénarios une prise de considération de où vont être les points de tension, où vont être les enjeux politiques et où vont être les défis de justice, par exemple. Et finalement, degré de quantification, moyen élevé dans le sens que quand on est dans le très, très élevé, mais on peut avoir on pourrait avoir des scénarios qui seraient un peu opaques et l'intérêt, c'est d'avoir des scénarios qui vont être accessibles au grand public. Et finalement, bon, ben, pour la question normative de quelles sont nos prises de position, et là, ça revient ici, on s'inspire de l'approche de Pirenstein qui avait trois scénarios, comme je vous disais. Donc, on reprend ces scénarios ici. Donc là, vous les voyez en haut, le scénario business as usual. Ensuite de ça, un scénario de descente modérée, descente énergétique modérée, et ensuite de ça, un scénario de descente énergétique radicale, qui sont un peu les trois scénarios que Pirenstein avait mis de l'avant. Évidemment, ici, l'idée, c'est pas de copier, l'idée, c'est juste de s'inspirer de cette typologie-là. Et c'est là qu'on voit que les différentes prises de position varient, et c'est là qu'on voit qu'il y a de la variation dans les différents scénarios. Donc, plus important peut-être, c'est les facteurs de soutenabilité. Donc, un scénario business as usual, c'est d'abord, ça met de l'avant la croissance économique, et ensuite de ça, le bien-être individuel. Pour les deux autres scénarios, par contre, on regarde à bien-être individuel et environnement qui, dans les deux cas, sont juste inversés. Est-ce qu'on privilégie le bien-être individuel ou est-ce qu'on privilégie l'environnement? Donc, perspective sur le découplage, évidemment, le scénario business as usual est très optimiste là-dessus. C'est le scénario dans lequel nous existons présentement. Un scénario de descente modérée serait plus sceptique et un scénario de descente radicale serait pessimiste. Même réflexion sur la foi technologique, on ne s'étendra pas là-dessus. Et finalement, perspective sur la descente énergétique, c'est très simple, c'est une binarité. Le scénario business as usual, on est en opposition et les deux autres approuvent et s'embarquent dans la descente énergétique. On va passer aux dimensions, mais avant, je voudrais voir combien de temps il nous reste. On est à 45. Ça donne un peu le résultat que je pensais que ça allait donner. Donc, on va faire, on va faire un survol très rapide. Je n'irai pas dans les détails, mais je vais juste... Peut-être 10 minutes, Christophe, parce que quand 10 même, c'est minutes. important, c'est le concret, Oui, là. oui, c'est ça. C'est important. Je vais juste pas m'étendre en profondeur. Donc, l'idée là ici, c'est la partie de l'analyse du contenu des différents scénarios. Donc, là, évidemment, on a produit un énorme tableau, un trop gros tableau qui essaye de résumer les propositions de chaque scénario selon les différents secteurs d'activité des sociétés. Donc, je vous les présente rapidement, ces dimensions-là. Celles qui ont été identifiées pour le moment, c'est énergie, transport, alimentation et usage des terres, habitation et bâti, consommation et industrie et finalement politique.
Donc, certaines de ces dimensions-là, je le précise, sont appelées à évoluer avec la rédaction des scénarios. Puis, en ce moment, ça reflète surtout les catégorisations trouvées dans la littérature. Donc, par exemple, au départ, quand on présentait le cadre d'analyse, au départ, il y avait un peu, on se demandait, tu sais, consommation, industrie, il faudrait peut-être pas mettre industrie séparément, mais ce qui est malheureux en ce moment, c'est que ce qu'on observe, c'est que l'industrie est à peu près absente de tous les scénarios. Donc, on réfléchit pas vraiment à qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit. C'est une question qui est essentiellement complètement en dehors, qui est même pas sur la table. Euh, donc, ensuite de ça, le domaine politique est rarement traité. Ça, c'est un ajout, comme la conflictualité, c'est un ajout qui vient de moi. Rarement traité comme domaine sujet à la transition, cette absence de problématisation serait importante à considérer pour la suite du projet. On va peut-être passer un peu rapidement là-dessus, mais bon. Donc, énergie, deux enjeux principaux, la question de la demande, est-ce qu'on consomme plus ou moins? Et ensuite de ça, le mix énergétique. Donc, de quel type d'énergie est-ce qu'on dépend? Donc, par exemple, dans le mix énergétique, ben, est-ce qu'on a du nucléaire? Est-ce qu'on a encore des combustibles fossiles ou est-ce qu'on s'en débarrasse au complet? Est-ce qu'on dépend seulement d'énergie renouvelable ou est-ce qu'on inclut des matières comme l'hydrogène? Donc, ça, c'est des questions qui sont essentielles sur l'énergie. Ensuite de ça, transport. J'identifie deux sous-dimensions, deux sous-catégories, transport passager puis transport des marchandises. C'est les deux. Donc, dans le transport passager, c'est important de réfléchir. Bon, en général, on argumente pour diminuer le transport de manière absolue, mais on distingue quand même selon le milieu de vie, rural versus urbain. Évidemment, en milieu rural, c'est plus difficile de réduire le transport qu'en milieu urbain. Et aussi, ben, nord global versus sud global. Il y a même certains scénarios qui permettent de concevoir dans le sud global, l'accès au transport augmente quelque peu pendant que celui du nord global diminue. Bon, ben, des transformations pour favoriser le transport en commun sont souvent sous-théorisées, ce qui est étonnant. Beaucoup de scénarios mettent beaucoup plus l'emphase sur l'électrification des véhicules individuels, mais ça reflète aussi beaucoup la, la, la dimension structurelle de ces transformations-là. Dans le transport des marchandises, souvent on défend la nécessité du train, le train qui est souvent une solution universelle pour beaucoup de questions de transport. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le transport de marchandises, on met on se permet beaucoup plus souvent de justifier la persistance des combustibles fossiles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la diminution absolue du transport de marchandises est souvent sous-théorisée. Donc, ça implique qu'on assume essentiellement en général, dans les scénarios, que l'économie globale, globalisée qu'on connaît ne change pas tellement, ce qui est relativement critiquable. Je poserais ça comme ça. Ensuite de ça, alimentation et usage des terres, il y a plusieurs consensus. On a besoin, par exemple, faire la transition vers des régimes à base de plantes, donc réduire la consommation de protéines d'origine animale. Ensuite de ça, un consensus aussi sur la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire. C'est des choses qui sont même consensuelles d'un point de vue sociétal en ce moment. Et aussi, ça peut-être un peu moins, un peu plus controversé, mais consensus sur la nécessité de réduire la quantité absolue de calories consommées par les individus du Nord global. Les recherches indiquent que collectivement, dans le Nord global, on mange plus que ce qu'on a de besoin. Et veut pas, ça implique des pressions assez importantes sur l'usage des terres. Intéressant à noter que même le scénario produit par l'équivalent britannique de Hydro-Québec met une section approfondie sur la conversion à des régimes à base de plantes. Donc, je trouvais ça quand même intéressant que même une approche institutionnelle, une entité institutionnelle qui pourrait être considérée comme plus standard, plus pour le statu quo est capable d'aller jusque-là. Ça démontre à quel point ces réflexions-là ont progressé et font office de consensus en ce moment.
Pour l'usage des terres, peu de réflexion à ce sujet-là. Généralement, on garde ça très implicite où on argumente très rapidement que ben, le passage à des régimes à base de plantes réduirait la nécessité, le besoin de terres agricoles pour nourrir les animaux. Et donc, ça nous permettrait de procéder à une reconversion des terres, mais c'est souvent gardé de manière très implicite. Quelques scénarios plus radicaux défendent des mesures de reforestation ou des nouveaux rapports à la productivité de la nature, par exemple, euh, passer à passer à des régimes de consommation puis de production où on fait plus on va forager dans les forêts, des choses comme ça. Ensuite de ça, habitation et bâti. Habitation, ben là, c'est un consensus général et sans équivoque sur l'importance de l'efficacité énergétique. Euh, Par contre, ça varie beaucoup sur qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où ça va, notamment sur l'intégration de technologies. On parle par exemple de maisons intelligentes. Euh, Ensuite de ça, ben, l'emphase sur la réduction de la taille des logements, qui a plusieurs formes. Réduire la taille absolue des logements, densifier aussi, faire moins de maisons unifamiliales, plus de missing middle qu'on appelle, et communaliser certains espaces. C'est une solution qui est intéressante, même si elle pourrait être vue comme très radicale à notre époque, mais par exemple, bon, ben, euh, favoriser l'existence de cuisines communes, de salles de divertissement communes, de salles de sport communes pour réduire la taille nécessaire des logements. Et ben, pour le bâti, euh, essentiellement deux éléments en plus de l'efficacité énergétique, mais emploi de matériaux biosourcés et renouvelables, ça c'est donc cesser d'utiliser le plus possible le métal et les formes de béton et se concentrer sur le bois. Puis la fin des combustibles fossiles pour le chauffage. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent. C'est de ça, consommation et industrie, encore une fois, dimension sous-théorisée, consensus général sur la modification des normes de consommation, donc légiférer sur l'obsolescence programmée, faciliter le right to repair, augmentation de la durée de vie des biens de consommation, il y a des réflexions plus générales sur la modification des marchés, par exemple, faciliter de l'économie à circuit court, l'économie de partage, notamment en créant des marchés alternatifs, des choses comme ça. Peu de réflexions sur la transformation de l'industrie, comme je l'avais dit. Finalement, politique, c'est une catégorie hautement variable et précise. Comme je vous dis, c'est une catégorie que j'ai décidé de rajouter pour réfléchir à la réalisation des scénarios. Donc, certains scénarios présentent explicitement des mesures politiques, des contraintes, des incitatifs qui pourraient être mises de l'avant, mais peu de réflexion sur leur potentiel caractère conflictuel, comme je l'avais mentionné, ou sur la question du financement des incitatifs. Aussi, plusieurs scénarios ne théorisent pas les transformations politiques pour être nécessaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, des fois, on a des modifications législatives qui seraient nécessaires. Par exemple, euh, forcer la création de cuisines collectives ou de choses de même implique beaucoup de reconsidération dans le cadre le code du logement et des choses comme ça. La transformation générale de la relation entre l'État et le capital est sous-explorée. Donc, c'est sûr que, par exemple, si on était pour écouter le scénario Societal Transformation Scenarios, qui dit que le Nord global devrait limiter les vols d'avion à un vol d'avion par personne aux 3 ans. Si on change ça, si on était pour appliquer ça avec des mesures contraignantes du point de vue du consommateur, on aurait essentiellement une industrie de l'aviation qui serait plus capable d'être rentable. Et donc, cette industrie-là tomberait dans une relation conflictuelle évidente avec l'État. Et ces enjeux-là ne sont pas explorés en ce moment du tout. C'est essentiel de les réfléchir pour penser à quel point les scénarios sont réalisables présentement, puis pour se poser la question de qu'est-ce qui doit être modifié pour aller de l'avant. Sur de ça, transformation potentielle de la structure politique presque jamais abordée. Il y a seulement les scénarios Pirensen qui réfléchissent un peu à la question. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, par exemple, la quantité de pouvoir qui est allouée au niveau local. Souvent, c'est nécessaire de pouvoir, pour réaliser certaines transformations, c'est nécessaire de donner plus de pouvoir au niveau local. Malheureusement, si c'est pas théorisé, si c'est pas réfléchi comment c'est faisable, qu'est-ce que ça implique, on se retrouve avec énormément d'angles morts dans nos scénarios.
Et finalement, ben, aucune considération pour les approches de planification de l'économie, des choses comme ça. Donc, conclusion, très rapidement, comme je le mentionnais, on est rendu dans l'analyse des délibérations présentement. On a reçu le matériel de l'équipe du Fonds commun, notamment de Carole et Jean-François. Donc, merci à vous deux. Et là, on serait rendu à l'élaboration des scénarios types, qui est le travail qui nous attend. Et donc, je remets ça sur la table, c'est les différentes directions qu'on souhaitait prendre. Ça ferait ça pour moi. Donc, ouais, on a dépassé un petit peu. Donc, désolé pour ça. Il nous resterait à peu près une demi-heure de discussion. Je vais cesser de partager mon écran et je vois qu'il y a eu, mon Dieu, 20 nouveaux messages. Je lirai pas ça tout de suite. Donc, je pense qu'on était prêt à ouvrir la séance de questions. Euh, donc, Oui, je on vous y va comme ça. Levez la main puis posez vos questions. C'est le moment de pouvoir Je sais pas discuter. est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des questions déjà Non, la dans chat, les non, non. On a tout réglé à OK, mesure que tu avançais, Christophe. Fait que c'est bon. parfait, merci. Dominique. Oui, merci, c'était vraiment clair, c'était vraiment intéressant aussi. Juste une question vraiment simple, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de descente énergétique et non pas de décroissance? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'on pinpoint sur l'enjeu de l'énergie ou bien c'est parce qu'on veut éviter le mot? C'est-tu rhétorique ou bien c'est comme analytique comme enjeu? C'est purement rhétorique. D'ailleurs, moi, au départ, je disais décroissance, puis c'est Eric qui m'a dit c'est la même raison pourquoi j'ai, au lieu de dire ontologie, épistémologie normative, j'ai utilisé des questions à la place. C'est juste pour, dès le départ, utiliser un langage qui est accessible. Carole. Attends, je veux juste Ah, apprécier, oui, je veux juste apporter un petit correctif pour dire que oui, c'est quand même pas complètement gratuit, c'est-à-dire que dans la littérature sur les transitions énergétiques, le concept de descente existe, il est oui, présent, il est mis de l'avant et il se rapporte à quelque chose de sectoriel, tandis que la décroissance, elle, renvoie à une transformation globale de tous les éléments. Donc, il y ouais. avait quand même un fondement à l'affaire, là. C'est pas complètement gratuit. Oui, Carole. Oui, j'ai une question sur la toute dernière diapo que tu as montrée, là, Ouais, qui correspond au choix que vous avez fait, si j'ai bien compris. ouais. Euh, et la question que je me posais, c'est pourquoi pas un scénario business as usual qui serait sceptique sur le découplage et sur la technologie? C'est pas parce que les autres scénarios business as usual sont optimistes à cet égard-là que vous êtes obligé de suivre ça si vous n'y croyez pas. Donc, c'est ça ma question. Oui, ben là, je le remets là pour que tout le monde puisse voir. Donc, tu disais sceptique sur le découplage de la technologie, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que quand on utilise le concept de business as usual, c'est qu'on assume que la perspective dominante qui existe présentement, qui suit essentiellement le discours capitaliste, demeure la perspective dominante et demeure en place. Et là, le scénario que tu proposes assumerait essentiellement une, une transformation des perspectives du point de vue du capitalisme et que le capitalisme devienne sceptique du découplage et du potentiel infini de l'innovation technologique. Euh, je sais pas, tu sais, peut-être qu'on pourrait se l'imaginer, mais je sais pas dans quelle mesure ça serait pertinent dans le sens que l'objectif du scénario business as usual, c'est justement d'assumer que les choses changent pas, puis de présenter la direction qu'on prendrait si rien change. Donc, mais Accepter, oui, accepter ce cadre-là, ouais. admettre, c'est cautionner l'idée que le découplage est possible et que la technologie va fonctionner. Honnêtement, je sais pas trop. Ben, en fait, tu sais, ça m'amène peut-être à expliquer pourquoi on utilise ce scénario-là. C'est que le scénario business as usual n'est pas utilisé pour comme un scénario désirable qu'on présenterait.
c'est plutôt le contraire, c'est de présenter un scénario du pire cas, un scénario qui, pour un peu faire peur, là, pour dire, ben, si on change rien, dans quelle direction on s'en va? Donc, ça, c'est un outil rhétorique comme un autre d'avoir ce scénario-là pour dire, ben, si on continue, on s'en va dans cette direction-là, c'est pas désirable. Voici deux scénarios à l'inverse qui s'en vont dans des directions opposées. Donc, c'est de dire, ce scénario-là, c'est pas, on le défend pas, on fait juste dire, si on l'utilise pour dire, si on s'en va dans cette direction-là, voici de quoi ça va prendre. Je sais pas si c'est plus clair la raison pour qu'on le produit, ce scénario-là. Ça va, Ouais, merci. merci. Oui, Émilie. Oui, ben t'en as parlé un petit peu, mais je pense que j'ai pas bien compris là. Mais moi, je voulais savoir comment vous alliez considérer ou prendre en compte les nuances qu'il y a à faire en lien peut-être avec les inégalités sociales dans vos scénarios. Parce que, tu sais, j'avais trouvé ça la journée du 6 décembre aussi, mais là, tu sais, quand j'entends, tu sais, bon, on mange plus que ce qu'on a besoin de manger, tu sais, c'est peut-être vrai globalement, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Puis la question de la taille des logements à Montréal, il y a un manque criant de logements pour les familles, par exemple. Il y a beaucoup de personnes vulnérables qui vivent dans des logements surpeuplés parce que c'est trop cher. Tu sais, bref, comment ça va être pris en compte? Parce que c'est ça, sinon, ben, tu sais, ça crée de la résistance aussi, puis les Ouais, gens entendent ça comme un peu insultant, là. tout à fait. Oui, ben non, non, je suis entièrement d'accord. Là. J'ai moi-même fait de la recherche dans cette direction-là par le passé, donc je suis tout à fait d'accord. Donc, le comment de la chose, ben c'est essentiellement c'est d'approcher chaque dimension, chaque secteur avec cette perspective-là, puis de garder en tête, puis c'est toute l'importance justement d'avoir une granularité élevée, c'est d'être capable justement de dire, ben dans chaque secteur quelles sont les différentes réalités qu'on doit considérer. Donc, Mhm. évidemment, ça augmente la complexité, mais c'est tout à fait faisable. Fait, j'ai donné un exemple tout à l'heure par rapport au transport. Ben, le transport en milieu rural, on peut pas demander aux personnes qui vivent dans un milieu rural de réduire leur transport, leur usage de la voiture de la même manière qu'on peut demander ça à quelqu'un qui vit dans un milieu urbain. Donc, évidemment, c'est approcher la question d'un point de vue d'injustice sociale, ça demande plus de travail, mais c'est le défi qu'on se donne. Puis euh, là-dedans, veux pas, ben c'est aussi un des intérêts d'aller vers la société civile puis de demander une fois de produire les meilleurs scénarios types qu'on peut imaginer puis ensuite de ça les soumettre pour demander ben qu'est-ce qui nous manque pour augmenter justement cette possibilité-là d'avoir des gens qui nous disent bon ben il y a une crise du logement à Montréal, c'est considéré comment? Parce que évidemment, on s'entend que quand on parle de réduire l'espace de logement, on parle pas de réduire les appartements où six personnes vivent dans un 4,5. On parle d'aller voir en banlieue les McMansions qui sont tellement énormes que ça coûte des milliers de dollars à chauffer l'hiver. Là. C'est plus dans cette direction-là qu'il faut aller. Donc oui, le comment, ben il y a pas de manière magique. Il faut y aller étape par étape et secteur par secteur, puis espérer de faire le meilleur travail possible. Euh, je sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, merci. Eric. Oui, ben, sur deux points, le point de Carole puis le point d'Émilie, je peux peut-être rajouter des éléments. Ouais. Le scénario business as usual, je l'ai écrit dans le chat, là, Carole, il n'est pas réaliste, c'est un repoussoir. C'est un scénario de référence repoussoir. Ils font souvent ça dans les analyses de modélisation de trajectoire, mais il est quand même inspiré librement du PEV. Il est quand même librement inspiré des politiques en place actuellement. Donc, puis on sait qu'ils sont pas réalistes, mais qu'ils misent sur ça. Sur la question Émilie, c'est super important la question que tu poses parce que en fait, dans les scénarios, le critère de justice, c'est pas évident comment il est amené. Parfois, il est présent, mais d'une drôle de manière, puis je vais y arriver dans quelques minutes, et comme souvent implicite. La manière qui est admise avec la plus grande force,
c'est quand on a un critère de justice global. Puis là, on dit, chaque être humain sur Terre a le droit à tant, 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 tant. Et là, ce qui est fascinant quand on a ces chiffres-là, c'est que là, ben, t'as 40% de la population du Québec qui est à l'intérieur de la zone. Puis t'as 60% qui est au-delà. Donc, il y a cette question-là de comment expliciter les critères de justice. Il y a les critères globaux. Puis dans d'autres scénarios, mais là, toi, ce que tu avances, puisque souvent aussi, là, ça va être plus compliqué, c'est des critères de justice intranationaux. Donc, au Québec, mettons, comment qu'on pense ça? Puis ça va être quoi les critères de justice intranationale? Il y a un critère relatif, là, c'est qu'on veut pas trop d'écart. On veut améliorer le sort en bas, mais en même temps, comment qu'on tient compte du critère global? On veut que tout être humain ait le droit à la même qualité de vie sur la planète, peu importe il est où. Puis ça, c'est comme ça, c'est un jeu compliqué à jouer. Puis l'autre affaire qui est important, puis ça, je pense, ben ça, il en parlait beaucoup, Christophe, il en tient compte, c'est le degré de conflictualité que ça va impliquer. Parce que c'est clair que c'est les riches qui sont la cible de la plupart des mesures qu'on présente. Puis c'est jusqu'à quel point que dans un scénario, on nomme ça, puis qu'on le met de l'avant. Pour pas justement que ça paraisse comme insultant. Puis en même temps, la question de la réduction, je pense qu'il faut faut pas juste parler en termes de réduction, faut avoir un vocabulaire qui inclut l'idée d'amélioration de bien-être. Parce qu'on peut dire, oui, mettons, 20% des Montréalais sont logés ils rentrent dans le moins de temps de mètres carrés qu'il faudrait, mais sauf que c'est des conditions de vie de merde. Fait que, fait que comment qu'on pourrait... Fait que là, ça serait aussi quelque chose, puis c'est vrai que c'est une dimension qui est, dans les modèles, il y a comme le principe éthique qui est annoncé au début, mais souvent c'est pas articulé au niveau granulaire. En tout cas, c'est une question importante que tu soulèves. C'est une contribution peut-être de notre travail à la manière dont on modélise qu'on pourrait mieux articuler cette question-là. J'arrête là. Merci, Eric. Isabelle. Je vais enlever mon... Ok. Euh, Moi, en fait, je voulais revenir sur ce que Carole et la dame de la CEF a dit. Juste deux petits commentaires. Je suis d'accord avec Carole parce que l'industrie elle-même croit en la croissance économique, mais est comme euh, elle est pas pessimiste, elle va pas aller à faut arrêter le bien-être individuel puis juste s'occuper de l'environnement, mais elle est optimiste. Puis il y a des technologies qui sont reprises par rapport à, mettons, à la voile en navigation, où on observe beaucoup ce que les peuples autochtones ont fait pendant des temps ou des traditions là, immémoriales qu'on retrouve dans le monde. Mais on espère encore le rentrer dans un modèle d'intégration économique, là, puis tu sais, le même discours, mais garder la joie en innovant d'une autre façon. Fait que je trouve que, je sais pas si c'est un nouveau narratif qu'il pourrait faire, mais c'est peut-être un bémol sur le narratif business as usual qui serait intéressant d'explorer. Puis pour ce qui est des calories, tu sais, en général, la question de justice, je pense qu'on a un gros euh, un point, là, un angle mort qu'on voit pas au Québec. On se dit toujours, euh, ce qu'il faut, c'est l'égalité. Puis ça, c'est notre tradition catholique qu'on remet pas en question, là, même dans tous les trucs scientifiques qu'on fait. J'ai beaucoup étudié les bouddhistes là, ces derniers temps, puis eux, ils appellent ça un complexe. Autant le complexe d'infériorité et de supériorité, le complexe d'égalité. Parce que si on regarde la nature, c'est la diversité. Elle essaye pas de tout faire uniforme, de tout faire standardisé. Elle accepte la diversité. Mais si on veut rentrer une notion de justice là-dedans, ce qui me tient aussi beaucoup à cœur, euh, des fois, il s'agit de prendre des, des cas réels là, sur lesquels on peut influer sans aborder là, le jugement là, évangélique. Par exemple, sur les calories, ben, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on mange trop de calories, mais si on regarde en nutrition, c'est qu'est-ce qu'on mange. Donc, si on mange des frites, si on mange de la viande, si on mange beaucoup de malbouffe, ben ça, c'est une chose qu'on peut diminuer pour diminuer le nombre de calories sans diminuer les aliments. Puis en fait, si c'est lié avec qu'est-ce qui garde les gens en santé pour diminuer tout ce qui est nécessaire comme effort, puis dépenses énergétiques et tout au niveau de la santé, de la recherche pharmaceutique, ben là, on peut arriver à dire, ben finalement, les gens peuvent manger autant qu'ils veulent, croissance infinie, mais il faut que ce soit juste des lentilles, puis des légumes, puis des fruits. Mais on arrive à faire une réelle différence. On s'est occupé de la question des calories, puis, puis la question de la justice en même temps en l'appliquant, sans garder ça conceptuel. C'est
barré dans notre tête qu'on s'est fait inculquer. C'est tout. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Euh, pour, euh, pour la première question, premier commentaire, je sais pas exactement trop comment répondre à ça. L'argument ici, c'était surtout par rapport à l'optimisme technologique, c'est peut-être si je peux le préciser un peu, c'est surtout de focuser sur le focus que l'économie a en ce moment sur des technologies qui sont pas prouvées, qui sont pas existantes. C'est peut-être là de l'importance de faire la distinction quand même avec les technologies qu'on connaît, les technologies traditionnelles. Par exemple, la voile, je trouve que c'est un parfait exemple, là, retourner à du transport de marchandises par des bateaux à voile. Euh, ça, dans ma tête, moi, ça rentre pas ça va plutôt de manière contradictoire avec le paradigme d'optimisme technologique qu'on voit souvent mis sur la table. Quand je parle d'optimisme technologique, c'est plus des choses comme les technologies de capture de carbone, des technologies comme l'hydrogène, des choses comme ça, des technologies c'est pas encore très clair, même si c'est réalisable, si c'est faisable, si c'est même rentable sociétalement. Puis pour ce qui est de la question d'alimentation, je suis entièrement d'accord. Entendons-nous que ça, j'ai j'ai- j'ai peut-être manqué de temps pour approfondir la question, puis aussi c'est pas un domaine dans lequel je suis extrêmement expert, mais un des trucs par contre, il y a des éléments, ben oui, certainement d'un point de vue qualitatif, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui est valorisé, ça c'est extrêmement important. Puis ça vient se lier beaucoup aussi avec la question, par exemple, des protéines animales. Hein. Une des raisons pourquoi on mange trop de calories, c'est qu'on mange beaucoup de viande. La viande, c'est extrêmement calorique et c'est souvent le centre de notre assiette. Donc, juste passer à un régime à base de plantes, on vient déjà essentiellement de régler le problème de la quantité de calories absorbées. Mais c'est sûr que bon, ça pourrait être aussi une manière en fait, la viande puis aussi le sucre raffiné, ça serait aussi c'est aussi une grosse source de calories qu'on absorbe. Mais bon, il y a quand même des formes de contraintes qu'on pourrait imaginer, comme par exemple les portions dans les restaurants, des choses qui ont déjà été réfléchies. Il y a beaucoup de gaspillage qui se fait à ce côté-là, puis, mais aussi il y a beaucoup ça nous pousse souvent à manger plus que nécessaire parce que les portions dans les restaurants sont énormes. Donc, ça pourrait être un peu des pistes de solution, mais de réflexion dans cette direction-là. Mais oui, je suis entièrement d'accord autrement. Nicolas. Oui, bonjour. Moi, je vous écoute depuis la France et j'ai trouvé ça très intéressant, donc merci beaucoup. Euh, Ma question, c'est dans ma compréhension des scénarios, j'ai l'impression que c'est souvent euh, des images un peu statiques, un état du monde à un moment donné, en 2050 ou en 2100. Donc c'est un certain état du système. Et souvent, ces scénarios, je trouve qu'il manque un peu de réflexion sur le cheminement ou sur le plan qui permet d'accéder à cet état du monde. Donc, il manque une conception un peu dynamique, en fait. Et je trouve que le critère de conflictualité que vous introduisez, il est hyper intéressant, mais à mon avis, il joue à plein dans la dynamique et pas dans la statique. C'est parce qu'il y aura du conflit que certaines mesures vont être mises en place ou pas être mises en place, etc. Et bah, du coup, j'avais un peu deux questions. C'est est-ce que vous allez travailler sur cette dynamique, sur le chemin qui permet d'arriver au scénario, à l'état final? Et et sinon, comment est-ce que la conflictualité, on la représente d'un point de vue statique? Est-ce qu'on considère que les 1% les plus riches ont fait sécession et n'ont pas mis en place telle ou telle action? Enfin voilà, c'est un peu ce que j'aurais aimé savoir. Merci. Ouais, merci. Super question. Oui, je suis entièrement d'accord. Une approche dynamique, c'est le terme que j'aurais dû utiliser d'ailleurs. C'est définitivement l'approche qu'on prend.
On s'inspire notamment d'ailleurs des travaux de l'équipe de Pierre Hansen qui, eux, justement, leurs scénarios sont réfléchis de cette manière-là. En fait, leurs scénarios ont un horizon de 2050, mais réfléchissent à plusieurs éléments politiques qui mènent à des transformations structurelles. Donc, si je me trompe pas, il y a dans leur scénario, ils décrivent à un moment donné que, bon, en 2028, à cause de certains, à cause de certaines coupures électriques, il y a des bris dans la chaîne de froid de certains aliments qui sont transportés qui mènent à des contaminations alimentaires, qui mènent à des épidémies, qui mènent ensuite de ça à énormément de contestations de la population. Ça s'accompagne d'énormes crues de la Seine qui inondent le milieu urbain, ce qui crée une situation de crise qui amène à la montée en force d'un mouvement décroissantiste qui se fait élire. Et il y a toute cette réflexion-là, tu sais, puis c'est là où, quand on parle de scénario, on parle de scénario narratif pour raconter un peu une histoire de qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui nous amène à changer les choses. Donc, par exemple, Pierre Hansen, leur scénario mène à un exode urbain alors que les populations vont occuper différentes régions. Les populations de la ville se dispersent dans les régions. Donc, il y a même une réflexion de quel centre rural accueille quelle quantité de population et comment le travail, la production se réorganise en fonction de ça. Donc, c'est définitivement l'approche qu'on veut réfléchir, la manière dont on veut réfléchir à la question d'une manière dynamique, parce qu'effectivement, sinon, ça n'a aucun sens. Et justement, de réfléchir à la dimension de conflictualité, ça nous oblige justement à réfléchir la transition comme un processus. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais Éric et moi, on vient de la sociologie, donc on réfléchit justement ça. On n'est pas en économie ici, on est dans une approche vraiment sociologique de quelles sont les transformations sociales qui sont réalisées, qu'est-ce qui se transforme. Donc, pardonnez-moi, la question de conflictualité d'un point de vue statique, je l'ai pas réfléchi, je sais pas si personnellement, ça m'intéresse beaucoup plus de réfléchir à la dimension d'un point de vue dynamique. Ça serait quand même possible si de réfléchir à la question d'un point de vue statique si on se concentre sur des réalités plus théoriques. Donc, par exemple, à mon sens, c'est essentiel de réfléchir à la conflictualité fondamentale que l'État doit nourrir entre lui-même et le capital. Donc, à notre époque, présentement, le capital et l'État sont unis et se coordonnent dans leurs décisions. L'intérêt, si on réfléchit à la question plus que 2 secondes, on réalise que toutes les décisions concrètes approfondies que le gouvernement peut mettre de l'avant, essentiellement se mettent en opposition au capital et à ses intérêts. Donc, là, il y a quelque chose qui est fondamentalement conflictuel, qu'on peut réfléchir d'un point de vue théorique. Évidemment, ça amène à beaucoup de questions. Il y a beaucoup de prolongations qu'on peut donner à cette réflexion-là. Mais à ce moment-là, justement, ça devient beaucoup plus intéressant de réfléchir d'un point de vue dynamique. En termes de contenu réel, la chair sur l'os, c'est certain que dans une réflexion narrative comme ça, il y a un travail d'imagination qui est nécessaire il y a une partie de prospective là-dedans qu'on peut pas baser sur rien d'autre que notre intérêt à voir X événements se réaliser parce que bon, quand on s'imagine des événements comme ça, ben, même si on prend en considération la conflictualité, il y a un moment où il faut qu'on imagine qu'on invente un peu pour donner un peu de concret, puis garder en tête justement l'objectif final qu'il y a dans la transition. Fait que c'est sûr que malgré ça, malgré la dimension dynamique, il y a quand même il faut quand même garder en tête qu'il y a un objectif final, puis il faut qu'on trouve une manière de se rendre à ça. Donc, c'est un jeu d'équilibre aussi, d'une certaine manière. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, merci. France. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est
fort inspirant, les travaux que vous faites. Ça va être inspirant dans le contexte des élections municipales qui s'en viennent aussi pour poser des questions. Moi, il y a une interrogation que je me fais depuis le début en regardant les différents tableaux et tout ça, où on utilise beaucoup le bien-être individuel dans euh, les différents, comme je disais, tableaux graphiques, ainsi de suite. Puis, ben, si on parle de bien-être individuel, on peut parler de bien-être collectif aussi. Alors, je ne sais pas si euh, dans le portrait, c'est quelque chose qui apparaît clairement ou que ça peut être considéré comme sous-jacent à certaines catégories, parce que c'est sûr qu'on va opposer souvent, que ce soit en énergie ou d'autres domaines, des solutions individuelles par rapport à des solutions collectives, les communs, ainsi de suite. Alors, je me demandais, parce qu'à la fin, on voit les trois scénarios, puis c'est écrit bien-être individuel, environnement, bien-être. Voilà. Alors, la vision plus du collectif, où est-ce que ça peut se placer dans tout ça? Tu sais, peut-être, comme je dis, c'est peut-être sous-jacent à des éléments que vous avez déjà inclus. Voilà, juste m'éclairer là-dessus, puis merci. Oui, merci pour la question. Donc, peut-être que vous soulignez une limite du choix de termes dans les tableaux quand j'ai utilisé le terme bien-être individuel. Peut-être que c'est pas nécessairement le meilleur terme parce que bon, ce qui est l'objectif de ce terme-là, quand on parle des différents éléments qui sont valorisés puis dans quel ordre ils sont, c'est c'est vraiment juste de mettre l'emphase sur le côté de confort matériel, l'accès à de la consommation, des choses comme ça. Donc, dans le contexte dans cette catégorie-là, donc si on la reprend, je vais la remettre à l'écran 2 secondes. Euh, Ici, surtout par exemple, quand on regarde un scénario comme le business as usual, le bien-être individuel, euh, ici, il n'est pas synonyme de justice. C'est peut-être la distinction qu'il faudrait prendre ici, c'est que dans cette catégorie-là, les facteurs de soutenabilité privilégiés, ici, c'est pas nécessairement une question de justice. Et euh, je réalise que c'est peut-être une confusion qui mériterait d'être améliorée, d'être précisée, parce que l'idée là-dedans, c'est vraiment plus est-ce qu'on favorise l'accès à la consommation, les questions du mode de vie des gens, ou est-ce qu'on favorise autrement l'accès c'est favoriser l'environnement, des facteurs environnementaux ou favoriser la croissance économique. Donc, autrement, les questions de justice et tout ça, on les réfléchit beaucoup du point de vue de la conflictualité, justement, en ce moment. Donc, il y a encore peut-être des précisions à porter au cadre puis aux termes qui sont choisis pour s'assurer qu'on ait comme la précision exacte. Merci de souligner, c'est Ouais. tout à fait pertinent. Merci pour la réponse. Oui, Émilie. Oui, j'ai une autre question. Oui. Puis peut-être que c'est pas pertinent, là, mais je me demandais si dans les scénarios que vous alliez faire, vous alliez aussi réfléchir à comment atténuer certains effets pervers que des solutions pourraient avoir. Tu sais, par exemple, tout le monde s'entend qu'il faut rénover les logements, l'efficacité énergétique, c'est important, mais personne ne sait vraiment comment faire ça pour protéger les locataires qui vivent dans les logements. Ça, c'est un exemple, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres solutions qui pourraient aussi, que tu dis oui, c'est une bonne solution, il faudrait faire ça, mais oups, tu sais, ça pourrait entraîner ça comme effet non désirable. Est-ce que ça fait partie de la réflexion aussi? Ben, c'est certain que l'objectif va être d'être capable d'avoir le plus haut degré de précision tout en étant tu sais, il va falloir éventuellement qu'on demeure réaliste sur le degré de précision parce qu'éventuellement, il y a des chances qu'on se ramasse à publier, à rédiger une Bible. Puis l'objectif, ça reste que ces scénarios-là c'est un travail qui est préliminaire, puis ce qu'on espère, c'est que ça ouvre la porte à d'autres travaux, d'autres réflexions après.
Mais oui, là, ça, essentiellement, c'est le degré de précision ultime qu'on peut réaliser. Est-ce qu'il va être réalisé dans ces scénarios-là ou est-ce que ça va être laissé sur la table? Il faudra voir. D'une certaine manière, il y a quand même une vertu à pas tout mentionner si ça appelle des gens à se prononcer sur certains éléments et à demander des améliorations. Euh, il faut, tu sais, on garde en tête, nous, que notre objectif, c'est que ces scénarios-là, une fois qu'ils vont être rédigés, qu'ils vont être soumis, ça va être un élément, un élément dans une série d'autres éléments, puis que ça va appeler d'autres réflexions et d'autres travaux. Est-ce que par la suite, il y aura des scénarios peut-être plus approfondis? Ça pourrait être intéressant à réfléchir, mais oui, comme Eric le dit, c'est une préoccupation, c'est quelque chose qu'on va réfléchir. Puis justement, dans l'intérêt en ce moment, c'est en rajoutant une dimension de conflictualité, on n'a pas le choix de réfléchir à ces questions-là, ce qui ressort pas justement dans tous les scénarios. Par exemple, moi, un scénario que j'ai beaucoup apprécié, c'est le scénario Négawatt, qui réfléchit justement à la question très en profondeur des réparations, notamment en mentionnant que euh, rénover des bâtiments, si on rénove les bâtiments de manière incrémentale, ça peut demander plus de ressources, plus d'énergie, plus de temps, et ça peut provoquer des désagréments sur le plus long terme. Donc, le plus désirable serait probablement de prendre un bâtiment et de le rénover en entier d'un coup, de faire toutes les rénovations. Et ça, évidemment, si on fait si on emploie ce genre d'approche-là, ça implique effectivement de relocaliser les locataires pendant un sérieux bout. Puis cette question-là, elle est pas mise sur la table dans le scénario. Donc, c'est sûr que si on veut approcher la question de la conflictualité avec sérieux, ces choses-là, on peut pas les éviter. On va essayer de faire notre mieux pour réfléchir et anticiper toutes les dimensions, tous les moments où ça peut être pertinent, effectivement. On n'a plus de questions, on est rendu à et demi. Je pense que ça pourrait s'arrêter là. Je pense que oui, je pense qu'on a fait le tour, là. En tout cas, merci beaucoup pour les gens qui étaient là, qui étaient présents. Merci Christophe, la super présentation, c'est très clair, puis c'est très similaire. Puis merci pour les questions, là, Émilie, Oui. et les autres, là, c'est vraiment utile, ce retour-là. Puis, ouais. Ouais, France aussi, là, c'est un bon, c'est vrai que. Voilà. Alors, ben, sur ce, je pense qu'on va mettre terme au webinaire. Ouais. Alors, je remercierai tout le monde qui était là et je vous souhaite une belle après-midi. Oui, merci encore.